Depuis plusieurs années, les températures moyennes augmentent et les précipitations sont de plus en plus irrégulières. Ces phénomènes impactent les réserves d'eau mondiales, ayant pour conséquence une augmentation de la fréquence et de la durée des sécheresses. Parmi les consommateurs d'eau, l'agriculture est le premier préleveur d'eau et est ainsi sévèrement impactée par ces sécheresses. Comme en témoigne l'année 2022, où la France a atteint un triste record. 93 départements ont été soumis à des arrêtés sécheresse, impactant directement l'agriculture. Il est important d'anticiper et de limiter ces tensions importantes sur l'eau. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Space for Irrig. Space for Irrig met à disposition des gestionnaires de l'eau et des acteurs de l'agriculture un outil qui leur permet de suivre l'irrigation, principalement des grandes cultures, maïs, blé, orge, prairies, évaluer les surfaces totales irriguées et caractériser leur assolement, alternance de cultures sur un même terrain, anticiper leurs besoins en eau. Copilotes du projet, le CESBio et MEOS sont entourés de chambres d'agriculture régionales, PACA, Occitanie, et départementales, Tarn, de gestionnaires de l'aménagement du territoire, SMAVD et SCP, de laboratoires de recherche TETIS, du BRGM, ainsi que du CNES. Toutes ces entités se sont mobilisées pour collecter et mettre à disposition de Space for Irrig des données in situ et leur expertise métier. Le projet a été développé en plusieurs étapes. La première a permis d'identifier les besoins et le profil des utilisateurs finaux grâce à la collaboration de 12 entités qui ont accepté de devenir utilisateurs-testeurs du démonstrateur. La deuxième étape est le développement de 2 indicateurs clés basés sur les données Sentinel-1 et Sentinel-2 du programme Copernicus. La troisième étape est le développement d'une application web cartographique. Le premier indicateur est la détection de parcelles irriguées et non irriguées. Complémentées par des données de terrain, les résultats montrent une précision globale de 81,5% avec les seules images radar et de 86,4% en combinant les images radar et optiques sur le territoire d'expérimentation, bassin versant du Val de Durance. Le second indicateur est la cartographie d'occupation des sols agricoles avec la classification des types de cultures. Pour cette seconde mesure, la combinaison des images radar et optiques permet des résultats d'une précision de 97% sur des terrains de grandes cultures du Loiret et de 87,5% sur des cultures plus diversifiées telles que les grandes cultures, les maraîchages, des prairies, vergers et des vignes sur le bassin de Durance. Ainsi, dans la lignée des produits opérationnels et disponibles conçus dans le cadre du projet SCO-MEO-Climate, Space for Irrig vient étendre la gamme de services déjà existants autour de la gestion de l'eau et ses territoires, contribuant à faciliter la prise de décision des acteurs gestionnaires de l'eau et des acteurs agricoles. Je vais venir un petit peu compléter ce qui vous a été présenté dans la vidéo. Donc déjà, la donnée spatiale est vraiment au cœur de notre projet puisque nous l'utilisons, les images qui ont été capturées par les constellations de satellites issues du programme Copernicus en entrée de notre modèle de machine learning pour identifier les parcelles qui sont irriguées et de pouvoir caractériser les cultures. Donc nous utilisons les images de type radar Sentinel-1 que nous téléchargeons sur la plateforme de l'ESA et les images de type optique Sentinel-2 que nous téléchargeons depuis la plateforme Theia. Nous avons privilégié en fait les produits Theia, les produits de réflectance de surface, car du coup ils sont pré-traités avec la chaîne Maya, qui dans certains cas peut être plus exhaustive pour détecter en fait les nuages et les ombres par rapport à la chaîne Sen2Core. Donc, comment fonctionne notre modèle et quelles sont ses caractéristiques? Donc, nos objectifs dans le cadre de ce projet étaient de pouvoir transférer notre méthode de détection de l'irrigation en région tempérée, de pouvoir généraliser la méthode à tous les types de cultures et de pouvoir aussi faire une extension temporelle de la méthode. C'était des verrous qui existaient jusqu'à présent. Et donc, du coup, nous avons travaillé sur la levée de ces différents verrous. Donc, notre modèle se décompose en 3 blocs. Le premier consiste en fait à faire des pré-traitements des données satellites. Ensuite, le deuxième est dédié à la classification supervisée et le troisième à la validation. En dehors des données spatiales, nous utilisons aussi des données de référence qui sont en fait issues de collectes in situ sur la pratique d'irrigation et l'occupation du sol.
Et donc, du coup, ces données, nous les utilisons pour la calibration et la validation. Donc, la phase de pré-traitement est conçue pour limiter la ressource informatique et réduire les temps de traitement. Donc, nous conservons uniquement la zone d'intérêt et les variables d'intérêt, c'est-à-dire les coefficients de rétrodiffusion pour les données radar et les indices spectraux qui ont été interpolés pour les données optiques. Et ensuite, nous avons traité ces variables à l'échelle de la parcelle culturale. Donc, encore une fois, pour diminuer le nombre de données qui sont stockées et traitées, mais aussi pour lisser les éventuelles hétérogénéités au sein des cultures agricoles. Donc pour cela, nous utilisons les limites de culture qui sont issues des déclarations de la politique agricole commune, donc le RPG, registre parcellaire graphique, qui a l'inconvénient en fait d'être publié généralement 1 an et demi plus tard, donc ce qui est un autre verrou pour traiter l'année en cours. Mais donc là, en dehors de ce projet, du projet Space for Irrig, nous travaillons sur une méthode automatique d'extraction des limites de culture. Donc ensuite, nous avons l'autre bloc qui est Pardon. Merci. La phase de traitement qui consiste donc à entraîner un modèle de classification supervisé. Donc, nous avons choisi l'algorithme Random Forest qui peut être plus robuste face à des éventuelles erreurs sur les données de référence, sur les datasets d'entraînement. Et ensuite, nous avons donc entraîné à partir des données de référence et des séries temporelles. Et donc, afin de pouvoir généraliser notre méthode à tous les types de cultures, nous avons uniquement 2 classes, une classe irriguée et une classe non irriguée, alors que dans tous les différents travaux qui ont été menés, en tout cas en France, sur l'irrigation, à chaque fois, en fait, on a une classe, on a 2 classes par type de culture, irriguée et non irriguée. Donc, si on suit 3 types de cultures, on aura 6 classes. Et donc, ça pose des limites sur la généralisation. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes orientés vers cette méthode-là. Et en sortie, nous obtenons, il y a la phase de validation qui consiste donc à valider le modèle et les résultats grâce aux données de référence. Et en sortie, nous obtenons plusieurs cartes, les parcelles irriguées et non irriguées, les types de cultures et les probabilités associées, ainsi que les matrices de confusion pour avoir des indicateurs de performance. Donc, une fois que ces résultats sont obtenus, nous réalisons après des tâches de mise en forme de la donnée pour répondre aux besoins et faciliter l'interprétation des cartes pour des personnes qui sont non expertes des données de SIG et de la télédétection. Et puis, nous intégrons ces indicateurs dans une plateforme web cartographique avec une interface très facile et que nous associons avec des data visualisations qui viennent enrichir les cartes. Et donc ça, c'est notre service Méo-Irrigation. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, comme je vous disais, on arrive en fait à la fin du projet, puisqu'il sera normalement clôturé le mois prochain. Donc, on est plutôt dans une phase de déploiement. Nos dernières réalisations, du coup, portent plutôt sur le développement du service et du coup, le déploiement commercial. Nous avons fait énormément de réunions de présentation à des éventuels clients, donc généralement des établissements publics. Donc, qui ont montré un réel intérêt et un réel besoin. Après, c'est l'aspect, du coup, on sait que les services publics n'ont pas forcément beaucoup de moyens, donc ça peut être une des limites. Nous avons aussi rencontré énormément d'entreprises qui sont complémentaires en fait à notre expertise en télédétection. Donc, ils sont plus là sur l'accompagnement à la gestion de l'eau, vraiment avec l'installation des compteurs d'eau. Nous avons aussi adhéré au pôle de compétitivité France Water Team pour avoir une meilleure visibilité et puis en plus pour nous accompagner à l'export. Et donc aujourd'hui, nous avons une première version du service avec un plan de déploiement utilisateur. Si on peut passer à la diapo. Voilà. Et donc, du coup, comme les démonstrations en live, il y a toujours un petit couac, j'ai préféré intégrer une vidéo. C'est parti. Merci.
Voilà, ça s'arrête un petit Ah peu oui, ok. brutalement parce que c'est un extrait, en fait. Voilà. Et donc là, d'autres éléments pour compléter un petit peu la vidéo de présentation pour lesquels on n'a peut-être pas eu la vision globale du projet. Donc, en fait, dans le cadre du projet Space for Erig, on avait vraiment deux volets. Un volet technique lié à la faisabilité et un volet plutôt économique sur la viabilité économique, la faisabilité économique. Donc, en fait, chaque work package découle un petit peu du précédent. Donc, on a commencé en faisant de la collecte des besoins utilisateurs. Donc, on a pu s'appuyer sur les partenaires du projet comme la SCP, les chambres d'agriculture, le SMAVD, et on a ajouté aussi l'agence de l'eau à Dour-Garonne avec lesquelles on était déjà en discussion. Et à partir de ces besoins, du coup, on a identifié les deux indicateurs sur lesquels on allait travailler en priorité. Donc, l'identification des parcelles irriguées et la caractérisation des cultures. Et donc là, nous avons fait la faisabilité technique. Est-ce qu'il était possible, techniquement possible, de créer ces indicateurs? Donc ça, nous l'avons fait en partenariat avec le CESBio. Et une fois que ça avait été validé, on a pu intégrer les résultats en adaptant un petit peu la mise en forme pour que ça soit plus parlant au sein d'une plateforme et développer en fait le service. Donc à partir de ce moment-là, du coup, on avait notre démonstrateur de service qu'on a fait tester par des utilisateurs finaux. Donc, du coup, on a réalisé un groupe d'une quinzaine d'utilisateurs finaux. Donc, il y avait aussi bien des ministères, des chambres d'agriculture, des agences de l'eau, mais aussi des entreprises du secteur privé. Et donc, nous leur avons présenté le service dans le cadre d'une réunion. Ensuite, nous leur avons donné les accès aux démonstrateurs pour qu'ils puissent l'utiliser et vraiment voir en cas réel d'utilisation ce que ça pouvait donner. Et on leur a demandé de répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc après que nous avons pu analyser et voir que finalement on arrivait à répondre à leurs besoins, qu'il y avait encore des choses à faire pour répondre à l'intégralité de leurs besoins, mais qu'aujourd'hui on fournissait vraiment de la donnée qu'ils n'avaient pas du tout. Et donc, grâce à Space for Egg, maintenant, ça nous laisse aussi l'opportunité, voilà, d'autres pistes pour la suite pour valoriser notre service, notamment dans le cadre du plan France 2030 et de l'appel d'offres qui a été publié il y a un mois et demi pour pouvoir traiter à l'échelle nationale le sujet de l'irrigation. Et enfin, la dernière slide, donc du coup, c'est plutôt la mise en relation avec d'autres projets. Donc, j'ai parlé du plan France 2030. Donc là, c'est un projet que nous espérons pouvoir gagner. Et donc là, j'ai surtout mis le lien avec les autres projets SCO. Donc, comme ça a été précisé dans la vidéo de présentation, du coup, nous avions déjà gagné un projet, enfin labellisé un projet SCO avec NeoClimate qui comprenait l'identification et le suivi temporel des plans d'eau. Donc ça, c'est vraiment un élément très important lorsqu'on parle d'irrigation. C'est d'accord, on a des prélèvements, on a de la consommation d'eau pour l'irrigation, mais quel est l'état de la ressource, quelle est la disponibilité de l'eau au niveau local? Il y a aussi un autre projet SCO qui est IO4GM qui traite des indicateurs de sécheresse végétale et des espèces de culture. Donc là aussi qui est très complémentaire. Est-ce que du coup en intégrant ces trois autres services, nous avons été labellisés dans le cadre d'un autre projet SCO qui s'appelle IO for Agri-Water et sur lequel nous allons commencer à travailler maintenant, qui consiste à regrouper les indicateurs de sécheresse, le suivi de l'eau, les indicateurs sur l'irrigation et de pouvoir vraiment aller plus loin dans l'aide à la décision en ayant des indicateurs qui soient plus complets.
Et dans le cadre de ce projet-là, nous allons aussi travailler sur la généralisation à d'autres, la transférabilité pardon, de la méthode à d'autres territoires aux conditions climatiques qui sont différentes. Et donc, Insight, qui a travaillé sur les indicateurs de sécheresse, va les produire en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en France métropolitaine. Et nous, de notre côté, nous allons tester aussi en France sur d'autres territoires d'expérimentation et en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc il y a un autre projet SCO qui traite aussi l'irrigation, c'est Irisat Morocco, mais voilà, il travaille plus sur le besoin en eau. Donc on a bien identifié la complémentarité, mais on n'a pas forcément voilà, créé un lien avec eux pour l'instant. J'ai terminé, je laisse du coup le temps aux questions. Aux questions, oui. Alors, on en a une dans la discussion de Christian. Est-il prévu d'utiliser des données SWOT dès disponibles? En parenthèse, question de Béotien, je ne maîtrise pas ce programme, ton petit point. Oui, alors SWOT, c'est sûr que pour le suivi des surfaces en eau et notamment le volume, c'est très pertinent. Là, dans le cadre du nouveau projet SCO IO for AgriWater, on n'a pas forcément prévu de le faire car on va commencer à travailler dessus là en 2023 et jusqu'à 2024. Mais du coup, aujourd'hui, le satellite SWOT a été lancé en décembre 2022. Il est encore un petit peu en phase de calibration. Donc il y a ça aussi, un aspect de temporalité qui sera pas forcément adapté au planning du projet. Il y a un autre point, c'est que SWOT ne permettra pas forcément de suivre les tout petits plans d'eau. Et c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur le département du Gers qui compte un grand nombre de retenues d'eau collinaires, mais qui sont très petites. Et donc, du coup, la résolution de SWOT n'est pas adaptée au suivi de petites surfaces d'eau comme ça. C'est plutôt adapté à des grands réservoirs et des lacs. Super. Et on avait une autre question d'Étienne. La réponse des images à l'irrigation est très dépendante aux différentes espèces irriguées et très différente entre grandes cultures, arboriculture et vignes. Si je comprends bien, vous adressez pour le moins surtout les grandes cultures. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, dans le cadre de ce projet, on a surtout identifié pardon, les grandes cultures et aussi les prairies. Donc, pour les prairies, ça marchait très bien. Et donc là, voilà, notre feuille de route, c'est de pouvoir tester d'autres types de cultures, notamment l'arboriculture et la vigne, parce que c'est vrai que c'est des types de cultures, en tout cas pour la vigne, qui deviennent de plus en plus irriguées. Et donc, il y a de réels enjeux. Et donc, ça, c'est prévu de tester. Mais en tout cas, même s'il y a des grandes spécificités selon les types de cultures et c'est pas les mêmes modes d'irrigation, le fait d'avoir un algorithme qui a seulement 2 classes, ça nous permet d'être quand même plus flexible. Alors, éventuellement, il y aura des adaptations à faire parce qu'il y a des spécificités à prendre en compte. Mais en tout cas, on ne devra pas recréer complètement la méthode.